Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour un nouvel épisode de la lumière pop de la semaine. Pour l'épisode 22, on a encore une fois 8 œuvres dont je dois parler. Et il s'agit des œuvres que j'ai découvertes entre le 25 mai et le 31 mai 2026. Ça sera pas mal, j'aurais déjà fait, si je finis celui-là, 2 épisodes aujourd'hui, donc pas mal pour une reprise et un retour. Et surtout, on aura terminé le mois de mai, ce qui est déjà pas dégueu. Parce que oui, ça fait 2 mois que j'ai rien enregistré, rien live, ni rien fait du côté Komorebi. J'ai enregistré l'épisode 21 ce matin, et vous avez dû le voir il y a quelques jours. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont sortir. Ils seront rapprochés si j'ai tourné beaucoup d'épisodes, ils seront éloignés si j'en ai pas tourné beaucoup. Et il y avait un sujet que j'avais pas parlé par rapport à la pause. J'adore faire des pauses au pire moment. J'ai fait une grosse pause côté blog quand Meian m'a envoyé des mangas gratuitement. Ce qui fait que j'ai parlé de mon manga, j'avais moins de vues, hop, plus de contact avec Meian. J'ai fait ça plein de fois, un plein de moments, parce que c'est des cycles de motivation ou quoi. Et là, quand j'ai arrêté tout live ou enregistrement fin mai, il me restait quelques clips que j'avais fait moi-même sur mes lives à sortir. Et il y en a un où je réagissais à une compétition d'escalade en expliquant les tenants et aboutissants des blocs, en expliquant ce que j'avais aimé ou pas, en expliquant les résultats, en expliquant plein de trucs. Et ce short où juste je fais waouh, trop bien sur un mouvement précis, a fait plus de 1 million de vues sur YouTube Short et plus de 1 million de vues sur TikTok. Et je sais pas, ça a mis un coup de pression d'avoir des vues d'un coup. Et surtout, ça m'a grandement fatigué de voir des commentaires internet. Parce que là, j'en ai pratiquement jamais, vu que j'ai pas de public, on va dire en quantité suffisante. Mais là, le fait d'être tombé devant plein de gens qui sont pas forcément dans mon délire, que je suis tombé dessus par hasard, oh, ça casse les pieds. Les commentaires en mode, le mouvement il est facile et tu t'extasies devant. Ou alors en mode, à quoi est-ce que tu sers? On voit très bien le mouvement, que c'est ça que tu l'expliques. Genre, frérot, c'est un extrait de 30 secondes d'un live où j'ai parlé de la compétition pendant 20 ou 30 minutes, je pense. Et puis, des gens qui parlent de sport en commentant, en expliquant ce qui se passe. Je pense que c'est pas ce qui manque hein, dans le monde du sport en général. Et j'ai eu plein de retours à la con hyper stupides comme ça, c'était pas très agréable. Ça, pour le coup, ça fait pas plaisir et ça ne fait pas envie non plus. Mais bref, maintenant que j'ai chillé sur les gros problèmes de la célébrité, on va pouvoir parler des 8 œuvres que j'ai découvertes cette semaine-là. Dites-moi en commentaire ce que vous avez découvert récemment, ce que vous avez pensé des œuvres dont je parle dans cet épisode, à me dire également comment est-ce que vous allez. Bon visionnage! Tout d'abord, j'ai lu le volume 23 de The Heroic Legend of Arslan. C'est plutôt un bon moment et une bonne surprise actuellement. On se rapproche, je pense, on est dedans, l'arc final et la bataille finale, je pense. On a pas mal de trucs qui marquent bien. C'est assez étonnant parce que dans l'idée des combats et des méchants présents dans cet arc-là, ça fait un peu penser à la grande guerre shinobi dans Naruto. Et c'était un peu relou dans Naruto de faire revenir des anciens ennemis ou des anciens alliés en mode cadavre pour refaire passer certaines épreuves qui ont déjà eu lieu. Là, comme elles ont déjà eu lieu, mais c'était soit au tout début de la série, il y a 1 milliard d'années, soit n'ont pas eu lieu devant nos yeux, c'est plutôt intéressant. On a pas mal de duels à travers la ville avec des généraux qu'on avait croisés beaucoup ou pas beaucoup, contre des fantômes de leur passé, ça marche bien. On a un duel qui a un gros sujet sur la protection du royaume, et donc sur la façon de faire. C'est assez
ironique, hein, quand t'es ceux qui menacent le royaume, même si tu penses être dans ton bon droit. Ça marche bien. On a le droit à un duel pour Ilmès et un de ses soldats pas très connus sur la légitimité du trône, c'est toujours ça le sujet du personnage, et sur les secrets qu'il porte. Tout ça pour mener à une loyauté renouvelée et limite plus grande, parce que ben il y a de l'amitié, il y a de l'admiration, il y a plus de choses que juste l'héritage et la légitimité. Ça marche bien et c'est bien trouvé. Et donc leur lien entre eux est plutôt réussi pour finir un autre duel qui tombe sur eux si je ne m'abuse, puisque donc le soutien de Ilmès aurait dû littéralement tuer son père là pour protéger le royaume dans ce moment-là. Ilmès prend sur lui de se faire un cadavre en plus qui le poursuit pour éviter un parricide à son pote, ça marche bien. Ensuite, on a un duel entre frères sur le fait d'être le frère le moins bon mais d'être encore en vie. Et donc c'est pas évident à porter, t'as vraiment un énorme poids et dans le combat et dans le cœur, ça marche très bien. La conclusion, moins, parce que juste il se motive, dira-t-on d'un coup, et il gagne. C'est un peu léger. Et on a un combat également pour Darius, le protecteur du personnage principal. Bah c'est facile, parce que tous ceux qui se battent partagent le fardeau ensemble, et ils gagnent facilement. Et le volume termine sur un réveil supplémentaire, celui du roi, qui peut poser pas mal de sujets, en rassemblant à nouveau toutes les thématiques du manga, et en étant en plus possédé par quelqu'un d'encore plus puissant que ce qu'on a vu précédemment. Ça marche bien quand on connaît les personnages, et il y a surtout des très bons sujets qui sont traités, j'ai passé un bon moment. Avoir fait 2 tomes entiers sur ces petits duels de fantômes, c'est peut-être un peu choquant sur 23 tomes, mais les deux sont plutôt pas mal passés. Celui-là c'est sûr, le précédent je m'en souviens plus trop, mais il me semble que c'était pas mal. Parce que la mise en place d'avant a été plutôt efficace, bien faite, et qu'il y a toujours plein de thématiques différentes et variées, sur la protection, sur le parricide, sur l'héritage, sur le fait d'être frère et d'avoir pas le même niveau. Plein de sujets. Je prends. Ah. Ensuite, j'ai lu le volume 18 de JoJo's Bizarre Adventure Partie 7 Steel Ball Run. J'ai passé un moins bon moment que dans les volumes précédents. C'est un petit peu dommage, mais on prend quand même. On continue de suivre le duo entre Dio et Weka Pipo, qui fait toujours plaisir à voir, parce qu'il sort de nulle part, mais est bien justifié par la situation. Les deux sont à la poursuite du président, qui disparaît et qui arrive à faire des esquives de zinzin, et qui pour une fois n'a pas un pouvoir sur le temps, ça fait plaisir, ça change, merci. Dio le poursuit très loin, et grâce à ça, et au fait de sacrifier Weka Pipo, il arrive à comprendre comment fonctionne le pouvoir du président. La fin de Weka Pipo marche bien, celui-ci est enfin prêt pour sa mission et enfin en paix. C'est cool, dommage que ça arrive de manière un peu violente et un peu forcée par ce vilain Dio. On a une alliance supplémentaire et surprise avec Jojo, qui encore une fois est bienvenue et justifiée. On a un retour arrière en suivant le président, qui explique tout ce qui s'est passé jusqu'au tir de Jojo dans les différents univers. Ça explique tout, mais ça reste pas très clair, parce que ben c'est les multivers, c'est tout collé, et t'as pas vraiment de différence physique entre quoi d'un côté à l'autre, donc c'est compliqué à suivre. Voilà. Donc c'était une grosse partie du volume, mais c'était pas non plus si réussi. L'idée du multivers, comme ça, à visiter, c'est pas très intéressant, ça apporte pas grand chose. Si ce n'est, ouais, donc pour expliquer comment le président peut survivre à des trucs de fou et peut se cacher plutôt facilement. Voilà. Et ensuite, on a Lucie, personnage que j'adore, qui récupère un pouvoir, parce qu'il n'en avait pas jusqu'ici, qui est plutôt rigolo, ça sonne un peu vieux cartoon.
elle a un pouvoir qui fait qu'elle renvoie les gens toujours au même endroit, ou les objets aussi. Par exemple, elle touche un de ses gardes, le garde veut avancer, il marche sur un stylo, il tombe en air, il vient à sa place. Il s'enfuit, euh, il se prend une voiture, il traverse un mur, il vient à sa place, et ainsi de suite, ce qui lui arrive plein de trucs horribles, jusqu'à toujours revenir là où il était. C'est original, et il y a des rendus visuels et plein d'idées qui marchent bien avec ça. Le problème, c'est qu'elle est guidée par une voix, qu'elle pense que c'est celle du cadavre, mais en fait c'est celle du président qui la piège pour récupérer le cadavre. Donc, gros volume, principalement pour montrer la montée en puissance du président, expliquer son pouvoir, voir comment les gens peuvent le découvrir ou réagir quand ils sont dedans, et surtout le voir être en mastermind, pouvoir faire de la télépathie et récupérer son objectif. Ça marche bien pour lancer global, mais bon, je trouve pas passionnant à suivre, un peu compliqué, et au niveau des personnages, à part la fin de Capipo, on n'est pas très bien servi non plus. Donc ça sera un simple B. Ensuite, j'ai lu le volume 2 de Clow. Ça fait un sacré moment que j'avais lu le volume 1, qui devait être à un prix réduit dans un 48 heures de la BD. Il y a un sacré moment que j'avais lu à ce moment-là. C'était plutôt ok, mais vu que je suis une andouillette, je ne vends rien et je n'abandonne rien. Donc je me suis acheté d'occasion tous les autres volumes il y a un moment maintenant. C'est eux qui sont derrière ma tête là. Il en reste plus beaucoup, parce que j'ai un peu lu depuis. Et donc oui, j'ai enfin repris cette série il y a 2 mois maintenant, sur la fin du mois de mai. Et c'était un peu bizarre de revenir dedans, avec seulement 48 pages pour se remettre dedans, appréhender le scénario de ce volume 2 et conclure ce qui se passait, c'était un peu chargé. On a donc Angel, le personnage principal, qui est en mission avec son maître à penser et son maître liés par leur pouvoir de tigre, qui sont sur les traces du père mafieux d'Angel. Angel est impétueux, il combat trop, il se fait trop confiance et il se fait avoir. Un peu classique, mais ça marche bien. Les deux sont aidés par le Dizzy du dragon, qui sort de nulle part, même parce qu'ils sont potes avec le Dizzy du tigre, ça marche bien. On a un chasseur de totems qui arrive dans le FBI. On a Angel qui est un petit con qui n'apprend pas, qui continue d'agir seul et sur un coup de tête, qui va littéralement se jeter dans une mafia chinoise qui possède en plus le thème du coq pour sauver son père. Son ancien meilleur ami, qui est maintenant espion, enquête sur son maître. C'est bienvenu de créer les liens comme ça, et entre les personnages par leur relation et par leur rôle un peu plus caché. On a une petite leçon qui lui arrive directement dans la tête. Le chasseur de totem est complètement fou. C'est pas le genre de personnage que j'apprécie vraiment. Parce que, bon, bah, certes, il veut essayer de rattraper ses totems, mais il le fait de manière horrible et il est vraiment pas agréable à suivre. On connaît rien sur lui, et ce qu'on voit, c'est juste qu'il est vraiment malade et aveuglé par sa mission qu'il se donne tout seul. C'est un peu bizarre à suivre. Et surtout, on a les deux totems qui ont donc passé leur vie à fuir et à se cacher, qui décident d'arrêter de fuir, de combattre, de défendre ce qui leur tient à cœur, et les deux meurent. Et après, on a Ange qui était encore là, qui veut pas être là et qui fuit. Et c'est bizarre. Tu sais, tu prends ton temps, tu mets en place une relation maître-élève, il doit apprendre à arrêter d'être impétueux, d'être trop confiant en lui, il est tiraillé entre le fait d'aider son père ou pas, on enquête sur son maître, et d'un coup, tous les vieux se motivent, meurent, et lui part. Peut-être que euh, le format BD n'est pas très agréable pour moi.
Parce que j'ai eu l'habitude de beaucoup d'œuvres qui prenaient plus leur temps. Et là, bah, ça prend son temps, ça met en place des trucs qui sont pas développés et qui ne sont pas poussés, et hop, c'est fini. De manière sprintée. Et c'est dommage. Parce que, ben, j'avais bien aimé la mise en place. Donc un B, hein, que veux-tu? Ensuite, j'ai lu le volume 19 de JoJo's Bizarre Adventure partie 7 style Ball Run. C'est mieux que le précédent, parce que ça se sert mieux du côté du concept de multivers, pardon, puisqu'on reste dans un seul univers, mais juste on ramène des éléments d'autres univers dedans, ce qui est quand même un peu plus agréable à découvrir que de découvrir 3 univers différents qui racontent la même chose en modifiant juste un chouille les personnages. Donc, on a Dio et Hot Pants qui volent la vedette, encore une fois. Les deux sont les premiers sur la piste du président. Ils s'affrontent rapidement, puis créent une alliance. J'aime beaucoup cet enchaînement d'alliances qu'on a autour de Dio, qu'on nous présente comme quelqu'un de très égoïste. Et bon, bah, c'est le cas, hein, puisqu'il a littéralement sacrifié son dernier allié sans qu'il soit vraiment au courant ni d'accord. Mais ça marche bien. On a quelque chose de sympa à voir, puisque les deux poursuivent en chevaux un train dans lequel est le président. Celui-ci leur lance leur propre double d'autres univers dessus. Ça marche bien. C'est pas toujours évident visuellement pour nous à se repérer, mais ça marche bien au niveau des personnages, même si ils sont particulièrement stupides, parce qu'ils sont littéralement en train de créer un Hot Pants contre Hot Pants, ce qui n'est pas très malin vu qu'ils agissent de la même façon, s'annulent littéralement et bah, disparaissent. Alors, soit c'est pour montrer que c'est compliqué de gérer son propre double, et nous teaser que ça va arriver et être résolu plus tard, mais je crois pas que ce soit le cas. Soit bah, c'est juste pour montrer que Hot Pants c'est très con. Mais là c'est moins intéressant comme propos. On a de l'évolution pour le cadavre. Celui-ci prend de plus en plus sa place de Lucie et coince le train et les personnages plus ou moins sur place. Ce qui permet d'offrir un nouveau combat entre Diao et le président. On a un vrai plan pour le combattre, l'annuler et le défoncer sans le coincer entre deux pièces, ce qui permettrait de s'effacer. Mais même comme ça, une seconde d'inattention et le président est plein de ressources, peut disparaître, se faire remplacer dans un autre univers par quelqu'un de plus fort que lui qui récupère ses souvenirs et continuer en boucle. Et on a le droit à une très belle fin de personnage par une ascension sous le train. Franchement, le combat est prenant, ça utilise vachement mieux le multivers qu'avant. Le personnage de Dio a fait un sacré tour de cadran. Il continue à avoir pas grand chose à faire de ses alliés, mais s'en sert quand même pour récupérer des informations, ce que je ne pense pas qu'il aurait fait au début. Et surtout, ben, il essaie de s'en servir au max pour coincer le président, le bloquer et empêcher son pouvoir. Ça suffit pas parce qu'il est encore plus plein de ressources et de surprises, mais ça marche bien. Et c'était agréable d'avoir un focus sur Dio en personnage principal pendant 2 volumes d'affilée. On finit quand même par retrouver nos personnages principaux qui décident de faire un pacte d'amitié entre eux en se dévoilant leurs secrets, en disant qu'ils vont porter ceux de l'autre le plus loin possible. C'est surtout pour nous faire pleurer plus tard, ça je pense. Mais le volume marche bien. On n'est pas sorti de l'auberge pour compter le président. Parce que Dio avait un sacré niveau, mais bon volume. Ah. Ensuite, j'ai lu le volume 3 de Claw, et c'était pas forcément mieux que le précédent. Ce n'est toujours pas très calme, et c'est toujours beaucoup trop rapide. Aux dernières nouvelles, Ange a fui la ville parce qu'il est
présomptueux, qu'il n'a pas appris la leçon, que ça a tué son maître, et un autre vieux qui le protégeait. Ok. Il s'est exilé pour apprendre d'un nouveau maître dans la montagne. Celui-ci est également mort, et il a récupéré son pouvoir. Donc maintenant il peut être et un tigre et une chèvre. Et c'est bon. Le personnage a évolué et sait tout faire. C'est dommage de ne pas avoir le droit à cette évolution et à le montrer vraiment. On le voit parce que Henge se cache 3 mois, il a une identité propre, il a une vie normale, un peu présentée comme nulle, mais bon bah normale quoi, et fait preuve d'un héroïsme caché, de son nom de Claw et le costume qu'on voit sur la couverture. Mais après, ben l'histoire se rappelle à lui. Il tombe sur l'inspecteur fou qui a continué tout seul et qui est devenu encore plus fou. Il arrive à s'échapper de lui facilement, parce que maintenant il est devenu trop fort. Il est prêt à aller protéger sa copine, qu'il avait abandonnée plus tôt parce que c'était trop dangereux pour elle. Il se débarrasse de son frère, un peu sans le vouloir à la base, un peu parce qu'il n'a pas le choix, mais en même temps, bah, par rapport au volume 1, c'est un gros changement. Il récupère les autres Dizzy qui étaient enfermés et stockés pour pouvoir affronter le gros méchant. Et après, il fuit au loin avec sa copine. Il y a plein de très bonnes choses là-dedans, mais c'est beaucoup trop rapide. On quitte un personnage fragile, plein d'erreurs, qui perd son maître. On retrouve un personnage qui a plus de pouvoir, qui vit caché, qui sait gérer le fou qui est tombé sur lui plus tôt, qui sait gérer la mafia, qui sait gérer sa meuf. Et c'est bah, rapide. Ça crée toujours le bordel dans sa ville, hein, et dans sa vie. Mais en même temps, bah, pour nous, on n'a pas grand-chose à se mettre sur la dent en direct. Ce qui fait que c'est un volume assez vide. Et même quand c'est que 48 pages, hein, que ce soit vide, c'est un petit peu dommage. B. Petite pause pour la gorge. Apparemment, c'est compliqué d'enregistrer 2 épisodes dans la journée quand on parle pas beaucoup. Ensuite, j'ai lu le volume 20 de JoJo's Bizarre Adventure partie 7 Steel Ball Run. On continue à suivre le combat contre le président dans le train, avec encore une fois pas mal de nouvelles idées. Notamment l'environnement, donc les montagnes, les panneaux, les herbes, les collines, peu importe, qui poursuit nos personnages principaux. C'est un nouveau pouvoir du président qu'il a récupéré en plus et qui est un peu lié à la chance, genre le pouvoir et la richesse apportent le pouvoir et la richesse, donc il est un peu aidé de manière divine. Ça marche bien, ça a du sens avec le propos global. On a la vraie fin de Hot Pants, dont je n'ai plus aucun souvenir, et donc que j'ai parlé trop tôt dans le volume précédent. Ok. On a quelque chose qui m'a beaucoup parlé et marqué. C'est nos personnages veulent négocier avec le chauffeur pour que le train s'arrête et faciliter le combat et le sauvetage de Lucie. Mais on a surtout un visuel horrible autour du chauffeur où celui-ci est un peu coincé entre 2 univers et n'a pas le choix de tenir, sinon ben c'est la disparition. C'est très prenant, ça montre bien les méthodes horribles du président et ça c'est mémorable. Ça marche bien. Quasiment aussi bien que le président qui est monstrueux. Son pouvoir de dimension, il a l'environnement qui poursuit tout le monde, et surtout, il peut se balader lui-même dans la lumière pour attaquer ses adversaires. Il est monstrueux et surpuissant, et grâce à ça, il peut également, parce que entre ses pouvoirs améliorés, le cadavre et un autre truc, il a beaucoup de choses, il peut renvoyer les malheurs qui arrivent vers lui, vers n'importe qui dans les différents univers, ce qui crée un petit problème de morale et au mental de nos personnages principaux qui veulent l'attaquer. Malgré le fait que Jojo sache maintenant faire des trous inarrêtables qui font disparaître les gens,
Malgré le cours de Jero sur la rotation ultime du cheval qui pourrait apporter l'espoir ultime. Mais malgré tout ça, ben, Jojo se retrouve en échec. Il se fait avoir, sauvé à la dernière seconde. Et compliqué de le faire remonter en selle. Ça marche bien, le personnage est plutôt pertinent. Connaissant son caractère et tout, le voir faire face à un gros échec, ça a du sens et ça marche bien. Et le volume se termine face à un gros truel de cowboy, littéralement en face à face, pour essayer de tenter la rotation ultime avant de se faire tuer. C'est un volume de combat très chargé qui fait apparaître des nouvelles règles. Attention, nouvelles règles pour le président toutes les secondes, mais qui ont du sens avec le personnage et avec le propos de la partie, qui font évoluer notre Jojo dans son rapport à l'échec, qui montrent que le président est une sale crotte sur pattes avec le traitement du conducteur du train, ça marche très bien. Le moment est globalement réussi. Ah. Ensuite, j'ai lu le volume 4 de Claw, et c'était un peu plus réussi. C'est rapide également, toujours ça ne bouge pas, c'est le format qui veut ça, mais c'est un peu plus rond. Les choses sont mises en place et on a le droit un peu plus à une conclusion, ça marche mieux. Il vit une vie un peu plus tranquille au loin avec son amoureuse. On a un truc très intéressant autour de lui. Il a récupéré donc plein de Dizzy dans le volume précédent. Et il est donc en perte de contrôle, a une relation compliquée avec sa copine, a une relation compliquée avec lui-même, où il est de plus en plus terrifiant, il perd le contrôle, il s'enferme bien pour éviter de faire du mal aux gens, il est obligé d'aller dans des bagarres à la con pour essayer de se libérer un peu mentalement. Tout ça en essayant de choper le lapin. Lapin qu'il réussit à avoir grâce à l'aide des gentils voisins, qui était également un Dizzy, qui vivait de manière tranquille et partagée, mais qui décide de la sacrifier un peu afin d'aider Ange. Ça marche bien, on prend. Donc là, jusque-là, c'était très bien, ça marchait bien. Et d'un coup, on a encore le mec fou du FBI qui se ramène, qui vient faire une attaque. Les voisins serpents jouent avec les différents Dizzy en les reséparant entre tout le monde. Ça libère la copine, ça le fait partir seul pour éviter que ce soit la grosse merde. Toute la partie finale, encore une fois, c'est méga rushé, ça a pas grand intérêt. Alors que le début, où ils ont leur vie tranquille, où ils se battent avec ses nombreux Dizzy, où ils essayent de protéger les autres, où ils essayent de comprendre qu'est-ce qu'il a besoin, est-ce que se battre comme un débile c'est une bonne idée. Ça marche bien. Le côté sacrifice de la vie tranquille des serpents pour essayer de libérer Ange et sa copine de l'influence des autres Dizzy, ça marche bien. Mais le fou qui se ramène, les batailles et le sprint de la conclusion, c'est toujours un peu compliqué. Mais c'est globalement moins violent que les volumes précédents, donc un A. Et enfin, j'ai lu le volume 21 de JoJo's Bizarre Adventure, partie 7 Steel Ball Run. Et on est à nouveau remonté en puissance. Et c'est un excellent volume. Très important en lui-même et dans la globalité. On prend. Déjà parce que on a Steel et Lucy qui apparaissent dans le volume et ça fait plaisir. Steel qui se ramène dans l'enchaînement de combat final, qui vient sauver Lucy et qui la confie à Jero, parce qu'il a bien compris que c'était un Zeppeli, un homme au grand cœur, qu'il est là toujours pour les autres avant tout, même quand il vient à la base pour lui dans la course. Jero a un très bon plan, il se fait confiance, il a confiance en ses capacités, il a confiance en ce qu'il a compris des pouvoirs du président. C'est très malin d'utiliser la mer comme ça pour se protéger et pour le coincer. Le problème, c'est qu'il a une boule en moins. Et ça, quand on est un homme, c'est compliqué. Non, c'est compliqué parce que le président se rend compte qu'il a perdu une boule. Parce que Jojo se rend compte qu'il a perdu une boule. Le seul qui s'en rend pas compte, c'est Jero.
ce qui crée un peu une ironie dramatique, mais également un chouille de longueur en trop. Parce que on a un long duel dans l'eau avec plein de doubles, c'est hyper visuel et c'est hyper original. On a Jero qui donne la cinquième et dernière leçon, mais surtout, ce qui va le plus lui coûter, c'est d'avoir protégé notre Jojo dans le volume précédent, si je ne m'abuse, parce que en protégeant Johnny de l'attaque mortelle, sa boule est passée à travers de la lumière du président, ce qui l'a micro-déformé et ce qui détruit la rotation parfaite qu'il aurait dû faire. C'est une fin typicale Zeppeli. Il est au-dessus depuis le début, il est maître de tout, il a tout ce qu'il faut, tout ce qu'il a correctement, mais à force d'aider les autres, il lui manque un petit élément dont il ne se rend pas compte alors que les autres oui, et échoue à une microseconde. C'est violent, mais ça marche très bien. Et un volume entier sur de l'ironie dramatique et sur une conclusion de personnage comme ça, on le prend volontiers, c'était un super moment. Franchement, ça vaut le coup d'avoir des moments un peu plus lourdingues dans cette partie. Évidemment, un S. Et voilà qui conclut enfin notre épisode de la lumière pop de la semaine sur la 22e semaine de 2026. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, pouce bleu, abonnement, commentaire, étoile, partage, vous savez comment ça fonctionne. Dites-moi en commentaire comment vous allez, ce que vous avez découvert récemment et ce que vous avez pensé des œuvres dont je parle dans cet épisode. Quant à nous, on se retrouve un jour prochain pour un prochain épisode. J'en ai encore 3, 4, 5, 6, 7 qui sont en retard. Techniquement, les deux autres sont pas avancés, mais ils sont pas encore en retard par rapport à leur sortie normale. Et voilà, il faudrait que j'essaie de sprinter un peu ça cette semaine. On va voir combien j'arrive à en faire, et donc le rythme auquel vous les découvrirez. Mais ça me fait plaisir d'avoir repris aujourd'hui, d'avoir enregistré 2 épisodes. Et ouais, voilà. On se retrouve bientôt pour la suite. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir. À comme bientôt.